Dans une précédente vidéo où je vous présentais les meilleurs smartphones de début 2022, j'avais pris le parti de me concentrer sur les besoins d'un usager lambda, à savoir un bon écran, de la durabilité et surtout une bonne autonomie. Mais parmi ces trois critères, s'il y en a bien un qui est difficile à cerner et qui varie énormément d'un usager à un autre, c'est bien la batterie. Un smartphone équivalent, une personne qui consulte son téléphone de manière occasionnelle, juste quelques fois dans la journée, aura beaucoup plus d'autonomie qu'une personne qui joue à des jeux vidéo pendant de longues sessions par exemple. C'est pourquoi il est très compliqué de conseiller un smartphone à quelqu'un en fonction de son autonomie si on ne connaît pas ses habitudes d'utilisation. Alors aujourd'hui, je vais relever le défi d'expliquer de façon simple mais complète comment fonctionne une batterie, comment préserver sa durée de vie, et je terminerai par une sélection des meilleurs smartphones disponibles aujourd'hui sur le marché, avec pour critère prioritaire la meilleure autonomie possible pour les plus gourmands d'entre vous. Salut à tous, c'est Hensing et aujourd'hui c'est guide achat smartphone grande autonomie. Tout d'abord, on va commencer par les bases. Une batterie, pour faire très simplifié, c'est un élément qui stocke l'électricité dans ce qu'on appelle des accumulateurs. Ces accumulateurs, ils ont une capacité exprimée en milliampères-heure ou mAh sur les fiches techniques. Plus cette valeur est importante, plus la batterie est grosse et donc plus elle peut stocker physiquement de l'énergie. Pour vous donner une ordre d'idée, aujourd'hui sur les smartphones, on retrouve des batteries comprises la plupart du temps entre 2500 et 5000 mAh. Alors en ayant ça en tête, on pourrait se dire que choisir le téléphone avec la plus grosse capacité en mAh, ça suffit pour faire le bon choix. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a énormément de facteurs différents qui rentrent en compte dans la gestion de l'énergie d'un appareil électronique, et les smartphones ne font pas exception. Le premier facteur, c'est votre utilisation. Si vous utilisez votre téléphone de manière très ponctuelle dans la journée, même si vous avez une petite batterie de moins de 3000 mAh, vous pourrez passer beaucoup plus de temps loin d'une prise de courant comparé à quelqu'un qui joue à des jeux vidéo, même s'il dispose d'une batterie énorme. De même, au-delà des applications, ce qui consomme le plus d'énergie dans un téléphone, c'est tout simplement l'écran. Plus votre téléphone aura l'écran allumé et plus la batterie sera sollicitée. C'est pour ça généralement qu'on me conseille d'activer le verrouillage automatique de l'écran sur une vitesse assez rapide, donc dans les 15, 30, 1 minute pas plus, pour pouvoir consommer le moins d'énergie possible si vous oubliez de l'éteindre et de le verrouiller vous-même. Le second facteur important, ce sont les optimisations logicielles des constructeurs. Que ce soit Samsung, Xiaomi, Huawei ou Apple, chaque constructeur dispose soit de son propre système d'exploitation, comme iOS pour Apple, soit de sa propre surcouche logicielle pour les smartphones tournant sur Android. Ainsi, chaque marque et même chaque modèle dispose de sa propre gestion plus ou moins bien optimisée de l'énergie. Par exemple, mon précédent téléphone, un Xiaomi Redmi Note 9S, qui avait l'une des toutes meilleures autonomies du marché à cette époque-là, dans les 28 ou 29 heures d'utilisation, était ultra endurant à l'usage. C'est-à-dire que quand je l'utilisais, je perdais assez peu de batterie lorsque j'étais en utilisation active. Mais elle était parfois assez aléatoire parce que dans les mêmes conditions, sans surchauffe ou d'autres applications particulières d'ouverte même en arrière-plan, des fois la batterie diminuait beaucoup plus vite que habituellement. Là en ce moment j'ai un Samsung Galaxy A53 avec lequel je tourne cette vidéo en ce moment et que j'avais recommandé dans mon précédent guide sur les meilleurs smartphones de 2022, lien dans la description. Et là je trouve que c'est tout le contraire. Sa veille est ultra performante, c'est-à-dire que je peux le laisser de côté pendant une demi-journée ou une nuit, il va perdre que 1 ou 2% grand max. Par contre, en usage actif, je trouve qu'il perd plus vite de la batterie que mon précédent téléphone. Alors rien d'alarmant, ça reste quand même un téléphone avec une très bonne batterie, mais c'est pour vous montrer les différences de comportement d'une marque à une autre. Le troisième facteur qui englobe tout le reste et qui est souvent très sous-estimé, c'est tout simplement l'environnement dans lequel il est utilisé. Le type de batterie utilisée pour les smartphones, ce sont des batteries au lithium-ion. Et l'un des points noirs de ce genre d'accumulateur, c'est leur sensibilité aux températures extrêmes. Les températures négatives, ce sont les plus agressives sur l'autonomie, on peut avoir des temps d'usage divisés par 2 voire par 3 en cas de grand froid, mais elles ne sont quasiment pas dangereuses pour l'intégrité de la batterie elle-même. En revanche, la chaleur au-delà de 35-40 degrés diminue à la fois l'autonomie sur le moment, mais aussi peut s'avérer dangereuse pour la durée de vie de la batterie sur le long terme. Alors au-delà de 40 degrés, ça peut paraître rare comme situation, mais rappelez-vous les vagues de chaleur de cet été où on a eu plus de 40 degrés dans le sud-ouest plusieurs fois durant l'été, ça c'était les températures à l'ombre. Si vous laissez votre téléphone dans une voiture, les vitres fermées, sans air ou sans climatisation, ou que vous le laissez en plein cagnard sur la plage par exemple, la température peut très vite dépasser les 50 degrés en surface. Et encore une raison de plus pour lutter contre le changement climatique. Si vous voulez en savoir plus sur les effets de la température sur vos batteries, je vous mettrai en description 2 articles du site Les Numériques qui ont fait des tests en laboratoire pour mesurer l'impact des températures hautes et basses sur vos smartphones. Les résultats sont bluffants, ça vaut vraiment le coup d'œil pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Avec tous ces facteurs, vous comprenez certainement mieux pourquoi il est difficile de recommander un smartphone en fonction de l'autonomie, et que c'est plus qu'une question de capacité en elle-même.
Et là, je vous ai parlé que de la batterie, mais il y a un autre paramètre à prendre en compte pour juger de l'autonomie globale d'un téléphone, c'est aussi la méthode et la vitesse de recharge. Tout comme pour la capacité des accumulateurs qu'on mesurait en milliampères-heure, on peut mesurer la puissance d'une recharge en watts, noté W. Mais là encore, il n'y a pas que la puissance nominale d'un chargeur pour mesurer l'efficacité d'un rechargement. Déjà, chaque smartphone accepte une certaine puissance de recharge. Mais non seulement c'est une valeur maximale qui ne sera pas constante tout au long du processus, mais il faut aussi que chaque élément soit compatible. Le smartphone, le bloc de recharge, mais aussi le câble qu'il y a entre les deux. Un autre point crucial à prendre en compte, c'est le protocole de recharge. Là encore, c'est un sujet assez technique et je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais en gros, chaque constructeur a sa propre méthode logicielle pour pouvoir gérer le rechargement de leur modèle. C'est ce qu'on appelle les protocoles propriétaires. Chez Xiaomi, on mise surtout sur des chargeurs qui envoient le maximum de puissance le plus rapidement possible, avec des chargeurs de 50, 120, voire 200 watts avec leur technologie hypercharge. Alors c'est super cool pour vous sauver la mise si vous devez recharger en urgence, avec des rechargements complets en moins de 30 minutes, voire 15 minutes pour certains. Mais ça pose de sérieuses questions sur la durabilité de ces batteries de par la chauffe énorme que ces puissances provoquent. Et on manque de recul pour juger à long terme de la résistance des accumulateurs. Mais la plupart des constructeurs, je pense notamment à Samsung, misent sur des chargeurs plus petits, de 15, 25 ou maximum 40 watts, mais qui ont une gestion beaucoup plus fine et intelligente de la recharge, avec le bon compromis entre vitesse de charge, chauffe de la batterie et préservation de la durée de vie de la batterie en elle-même. Du coup, si vous essayez de charger un téléphone, disons de chez Samsung, avec un bloc de charge hypercharge de chez Xiaomi, certes vous allez recharger votre téléphone, mais ça ne sera pas à la même puissance, car votre téléphone et votre dispositif de recharge ne parleront pas la même langue. Donc pour préserver la sécurité et éviter une éventuelle surtension, le tout va se brider à une puissance limitée. Il existe des chargeurs et des câbles certifiés USB Power Delivery, qui est un protocole de charge universel qui a tendance à se généraliser, mais on retrouve encore beaucoup d'arnaques et de contrefaçons sur les marques notamment chinoises qu'on peut trouver sur des marketplaces comme Amazon, Cdiscount, etc., avec des puissances beaucoup plus faibles qu'annoncées et surtout des grosses déperditions énergétiques. D'ailleurs, en parlant de déperdition énergétique, je vous en conjure, n'utilisez pas de chargeur sans fil. Certes, c'est pratique et c'est cool d'avoir juste à poser son téléphone sur un galet pour qu'il se recharge automatiquement, mais au-delà de cet aspect-là, c'est un non-sens total. Même sur des chargeurs sans fil propriétaires, on est souvent sur des puissances beaucoup plus faibles que les chargeurs filaires équivalents, et donc des recharges beaucoup plus lentes, même par rapport à des câbles bas de gamme. Et surtout, la consommation et la déperdition énergétique est tout simplement hallucinante. Vous pouvez consommer jusqu'à 80% d'électricité en plus par rapport à une charge traditionnelle, pour au final avoir une recharge moins efficace, le tout sous réserve d'avoir bien aligné les aimants de votre chargeur avec celui de votre socle, et sans pouvoir prendre votre téléphone en main pour pouvoir l'utiliser au cas où, alors que vous pouvez vous balader avec un câble comme vous le souhaitez. Donc vraiment, est-ce que ça vaut le coup de se taper tous ces inconvénients juste pour gagner 2 secondes au niveau du branchement à prendre ses 2 mains pour charger son téléphone? Pour moi, la réponse est clairement non. Pour en revenir au chargeur filaire, si vous voulez pas vous tromper, l'idéal est d'acheter directement un chargeur de la marque du constructeur de votre téléphone. Assurez-vous juste qu'il délivre une puissance au moins égale à ce que votre smartphone peut encaisser, ou si le chargeur de la marque est introuvable, un chargeur certifié Power Delivery. Pour les câbles, c'est encore plus compliqué pour trouver un câble adapté et qui ne soit pas de contrefaçon. Donc là encore, privilégiez le câble de la marque ou du moins la certification Power Delivery ou compatible charge rapide 100 watts. Dernier conseil, une fois que vous avez votre bloc chargeur et votre câble, vous pouvez vérifier la puissance de la recharge avec une application simple et intuitive qui s'appelle Ampère. Lancez l'application, puis branchez votre chargeur à votre téléphone et vous allez voir tout un tas d'informations qui apparaissent, notamment la puissance délivrée à l'instant T en milliampères-heure. Avec ça, vous aurez de quoi calculer la puissance en watts. On a fini pour ce tour du fonctionnement global d'une batterie et des quelques petites astuces pour pouvoir correctement les utiliser. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous souhaiteriez une vidéo plus complète avec encore plus d'astuces pour mieux utiliser vos batteries. Bon, on a beaucoup parlé de chargeurs et de protocoles, maintenant on va rentrer dans le cœur du sujet, ce pourquoi vous êtes venu ici, ma sélection des meilleurs téléphones selon leur autonomie. Pour faire mes choix, le critère numéro 1 sera donc le combo autonomie plus recharge, mais vous ne verrez ici pas forcément que des gros marathoniens. Tous les modèles que je vais vous présenter ici auront une autonomie supérieure à la moyenne. Mais je prends aussi en compte la qualité globale du téléphone. Que ce soit l'écran, les performances, la qualité photo et vidéo, l'idée reste toujours d'avoir le meilleur rapport qualité-prix possible, comme sur les précédents guides de ma chaîne. Pas d'ordre particulier, pas de classement pour ce guide. On aura un peu toutes les gammes et tous les prix, sauf pour le dernier de cette liste qui m'a énormément surpris personnellement.
Comme d'habitude, pour rester transparent avec vous, tous les liens que vous retrouverez pour commander les produits sont des liens affiliés, donc je toucherai une petite commission pour chaque achat réalisé en passant par ces liens. Ça m'aide énormément et ça vous coûte pas un centime de plus. Et même si vous commandez pas, un like, un commentaire ou le bouton s'abonner et surtout le partage de cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui s'apprête à changer de téléphone, c'est vraiment pour moi les meilleures façons de me soutenir. Alors merci à tous ceux qui joueront le jeu. Allez, sans plus tarder, on commence la sélection. On commence avec un produit très particulier, avec le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Toujours plus long comme nom de modèle. Pour aller tout de suite dans le concret, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas tant son autonomie elle-même, qui est assez moyenne, avec environ 14h30 d'utilisation standard, soit une grosse journée d'autonomie, mais c'est surtout sa charge rapide, enfin non, ultra rapide. Et je vais m'attarder un petit peu sur son fonctionnement. Le bloc de charge fourni envoie une puissance de 120 watts, quand la plupart des téléphones se contentent d'accepter une charge rapide de 15 ou 25 en moyenne. Et en termes de vitesse de recharge, ça nous donne un 0 à 100% en seulement 17 minutes. C'est totalement incroyable. Une telle rapidité remet complètement en question nos habitudes en termes de rechargement. Par exemple, au lieu de recharger toute la nuit comme beaucoup le font, ce qui peut abîmer la batterie à long terme, vous pourrez par exemple juste le mettre à recharger le matin, le temps d'une douche ou d'un café, pour recharger à fond, même si vous étiez complètement à plat. Alors certes, vous me direz, ça compense juste son autonomie plutôt moyenne, mais avec une telle vélocité de rechargement, cela fait plus que compenser, suffisamment pour mériter sa présence dans ce classement. Néanmoins, je ne le recommanderais pas forcément à tout le monde. Si vous avez un usage plutôt classique de votre téléphone où vous avez régulièrement accès à une prise, si vous travaillez dans un bureau ou un amphi par exemple, alors vous pouvez y aller les yeux fermés. En revanche, si vous passez vraiment beaucoup de temps sur votre téléphone, que vous en avez un usage intensif et que vous passez beaucoup de temps en extérieur, sans possibilité de recharger avec une prise secteur, alors l'autonomie de base sera sûrement un peu trop juste pour vous. Quelques petits points à savoir, pour bénéficier de la charge ultra rapide à 120 watts, vous devrez cocher une option dans les paramètres de votre téléphone, sans quoi la batterie rechargera en 27 minutes, ce qui reste là encore un score tout à fait excellent. Aussi, qui dit charge dit beaucoup de chauffe, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on manque encore pas mal de recul sur l'impact de cette chauffe sur la durée de vie des batteries. Donc mon conseil perso, c'est vraiment d'utiliser le mode ultra rapide uniquement quand vous avez besoin de recharger très rapidement en cas d'urgence, et de ne pas utiliser votre téléphone pendant qu'il est en train de recharger de cette manière pour ne pas générer encore plus de chaleur. Et dans la plupart des cas, 27 minutes pour une recharge complète, ça suffira largement dans la plupart des situations, tout en préservant la vie de vos accumulateurs. La référence suivante est un petit peu dans le même esprit que le Xiaomi précédent, mais beaucoup plus équilibré, c'est le Realme GT Neo 2. Il est plus équilibré car sur l'autonomie pure, on est là à près de 20 heures d'utilisation standard, soit une grosse journée et demie en réalité, donc on est bien plus confort au quotidien. Et en plus, cette mesure elle a été faite avec le rafraîchissement d'écran paramétré sur 120 Hz. Je n'ai pas trouvé de mesure faite avec le mode 60 Hz, mais il y a très certainement la possibilité de pousser l'autonomie encore plus loin en se contentant de ce mode d'affichage là. Et cette très bonne résilience, elle est parfaitement complétée par une charge rapide de 65 watts avec le chargeur fourni dans la boîte, s'il vous plaît, qui permet une recharge complète en partant de zéro en seulement 37 minutes, dont les 30 premiers pourcents en 12 minutes. Donc on a là un des meilleurs compromis entre autonomie réelle et puissance de la recharge. Cet équilibre, il se ressent aussi dans toutes les autres caractéristiques du téléphone, que ce soit sur l'écran, les performances, l'appareil photo. Chaque spec est au moins aussi bonne, si ce n'est dans le haut du panier, par rapport à la concurrence dans cette gamme de prix. Le seul bémol que je mettrais, c'est sur l'absence de certification d'étanchéité, ce qui est assez anormal à mon sens et à ce tarif où on est aux alentours des 400 €. Pour le modèle suivant, j'ai pas réussi à départager deux références de deux marques différentes, car ils offrent des résultats très similaires pour l'autonomie et à peu près au même prix. Ce sont les OnePlus Nord 2 5G et le Xiaomi 11T. Pour l'endurance brute, on est sur des valeurs assez similaires mais qui vont vraiment dépendre de vos réglages. Le OnePlus tient à près de 20 heures en utilisation standard, quand le Xiaomi 11T varie entre 18 et 22 heures en fonction de la fréquence de rafraîchissement d'écran. En effet, le OnePlus va vous laisser le choix entre une fréquence de 60 ou 90 Hz, alors que le Xiaomi peut monter jusqu'à 120 Hz, toujours en non adaptatif dans les deux cas. Du coup, si l'autonomie semble peu variée sur le téléphone de OnePlus, le mode 120 Hz semble plus gourmand sur le Xiaomi. Pour la recharge, en revanche, c'est un vrai match nul, 33 minutes pour le OnePlus et 38 minutes pour le Xiaomi pour faire un 0 à 100%, avec dans les deux cas un chargeur fourni dans la boîte du téléphone. Du coup, c'est pas sur l'autonomie que le choix pourra vraiment se baser, si ce n'est que le OnePlus sera plus constant peu importe le mode d'affichage. Même chose pour la connectique ou les performances brutes, ils sont complètement similaires là-dessus. Si je devais citer quelques éléments différenciants, le Xiaomi possède un écran plus lumineux et un peu moins sujet au reflet du soleil, donc plus utilisable en extérieur. Le Xiaomi est aussi pour moi très légèrement meilleur en photo, notamment grâce à la présence d'un capteur macro, mais sans avoir eu l'occasion de voir de test de celui-ci.
Le OnePlus est plus léger d'une quinzaine de grammes de par sa taille d'écran légèrement plus petite, ce qui n'est pas énorme mais ça peut jouer si vous avez des petites mains ou que vous n'aimez pas les très grands téléphones. Donc si je devais choisir, j'aurais une toute petite préférence pour le téléphone de chez Xiaomi, mais pour ceux qui voudraient une autre marque, le OnePlus sera tout à fait convenable. Pour cet avant-dernier modèle, on retrouve encore un smartphone de chez Xiaomi avec le Redmi Note 10 5G. Proposé aux alentours des 200 €, on a ici le meilleur ratio endurance-prix car celui-ci propose une batterie de 5000 mAh et une durée de près de 25 heures d'utilisation standard, soit près de 2 jours d'utilisation réelle, ce qui en fait l'un des smartphones les plus endurants du marché et l'un des rois incontestés dans cette gamme de prix. Pour la recharge, on a un bloc secteur fourni qui délivre une puissance de 18 watts et qui propose une recharge complète en 1h38, un poil lent par rapport à la concurrence, mais qui là encore reste tout à fait correct pour la taille de la batterie et pour le prix. Ce smartphone, c'est vraiment l'archétype du produit qui répond aux besoins de base. Une très grosse autonomie, un écran très bon, des performances honorables qui permettront de faire tourner toutes les applications de base, réseaux sociaux, navigation web, contenu vidéo, le tout pour à peine 200 €, je vous le rappelle. Donc si vous n'êtes pas du tout technophile, que vous ne passez pas tout votre temps libre sur votre téléphone ou que vous souhaitez l'offrir à quelqu'un qui a ce profil-là d'utilisation, le Redmi Note 10 5G est clairement l'un des meilleurs choix à pas cher. Enfin, pour le dernier modèle, je pensais vraiment pas recommander un smartphone de cette marque et à ce prix-là, mais force est de reconnaître que Apple a fait un excellent boulot avec le iPhone 13 Pro Max. Alors oui, on est complètement aux antipodes du Redmi Note 10 en termes de tarifs, mais cette fois-ci, Apple ne s'est pas foutu de nous et nous propose enfin un smartphone avec quasiment que des points positifs. Fini le temps où les iPhones étaient réputés pour leur puissance, mais surtout par leur fragilité et leur manque d'autonomie. Avec l'iPhone 13 Pro Max, on a une batterie de très exactement 4373 mAh, ce qui n'est pas énorme comparé aux autres smartphones présents dans ce top, mais avec l'optimisation logicielle et surtout la consommation de la puce A15, on atteint une autonomie monstrueuse avec plus de 27 heures d'utilisation standard. C'est tout simplement la meilleure endurance du marché actuel. Et ces 27 heures, c'est avec le taux de rafraîchissement adaptatif, la grosse puissance du processeur et tout ce qui fait la qualité des produits Apple, donc on n'a aucun compromis sur le reste du téléphone. Seul petit bémol, le chargeur n'est pas fourni avec le téléphone et la recharge se fait au maximum en 20 watts, ce qui nous donne un temps de recharge complet de 1h30, pas plus, pas moins. On aurait pu s'attendre à mieux, mais au moins on retrouve les 50 premiers pourcents en une trentaine de minutes, donc au global ça reste difficile de tomber en rade complet avec ce modèle, et c'est ça le plus important. Pour être honnête avec vous, j'ai toujours critiqué Apple pour son manque d'inventivité sur la partie matérielle de leur téléphone et sur le placement tarifaire qui était pour moi beaucoup trop abusé par rapport à ce qu'ils offraient vis-à-vis de la concurrence. Mais avec les nouvelles puces Made in Apple, on n'a désormais plus aucun compromis et on a vraiment ce qui se fait de mieux en termes de qualité de construction, de performance logicielle et matérielle à tous les niveaux. Pour moi, la génération iPhone 13 a permis à Apple de retrouver une certaine crédibilité pour son placement tarifaire, car c'est littéralement ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Du coup, dans ce guide, je vous recommande plutôt le 13 Pro Max car c'est celui qui a la meilleure autonomie et de loin. Mais si vous avez un peu moins de budget, vous pouvez tout à fait partir sur le 13 Pro qui est environ à 22h30 d'utilisation standard, ce qui reste bien moins mais qui le place quand même parmi les meilleurs. Pour l'iPhone 13 classique, on est encore un cran en dessous avec environ 19 heures d'utilisation, malgré une batterie plus grosse que le 13 Pro. La faute à un écran non adaptatif qui reste bloqué à 60 Hz, quand celui du Pro et du Pro Max peuvent varier entre 10 et 120 Hz. Donc l'iPhone 13 classique va consommer plus sur des écrans fixes ou sur de la consultation de contenu vidéo par exemple. On a donc une moins bonne optimisation sur l'iPhone 13 que sur ses déclinaisons Pro et Pro Max. Ça reste un bon choix dans l'absolu si vous n'avez pas plus de sous à mettre dans un smartphone, mais le rapport qualité-prix est quand même bien en deçà des autres versions et même du reste des modèles de ce guide. Voilà pour ce guide sur les smartphones à grande autonomie. Si vous avez des questions sur les modèles présentés ou que vous avez des suggestions d'autres références que j'aurais loupées dans mes recherches, n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Comme d'habitude, je mettrai un commentaire épinglé pour mettre à jour les différents liens et rajouter d'autres références si vous m'en proposez. Et surtout, n'hésitez pas à me signaler si jamais vous voyez des ruptures de stock ou des liens qui ne vous renvoient pas vers le bon produit. Il peut arriver que les ruptures vous renvoient vers des produits très similaires mais pas exactement les mêmes. Donc si vous voyez une différence, là encore, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vérifierai ça très régulièrement. Merci à tous ceux qui auront vu cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement, tout ça. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Yensing. Bye bye!